Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 18 octobre et à la une de ce journal, ce matin, le collectif des citoyens de Mayotte a été reçu par le préfet à la Case Rocher. L'occasion pour ses membres de discuter de plusieurs points, dont le plus important, la venue du président de la République Emmanuel Macron. Le collectif des citoyens souhaite être reçu par le président en personne. Cette entrevue avec le représentant de l'État constituait une opportunité d'avoir une réponse à leurs requêtes. Le point avec Paul Arthur Avit. Le collectif des citoyens de Mayotte, à l'origine des mouvements sociaux de 2018, a écrit une lettre au président de la République il y a 2 semaines. Le but de cette lettre, solliciter une entrevue avec le chef de l'État lors de sa venue pour lui exposer les problèmes auxquels fait face l'île aux parfums. C'est pour cela que le collectif a été reçu par le préfet ce matin, l'occasion aussi de faire connaissance avec lui. Il fallait qu'on fasse connaissance avec le préfet depuis qu'il est arrivé à Mayotte. Nous ne l'avons pas encore rencontré, nous l'avions pas encore rencontré. Donc, chose que nous voulions absolument faire aujourd'hui. Ensuite, il était question d'évoquer notre demande de rencontrer le président de la République, M. Macron, qui va arriver à Mayotte la semaine prochaine. C'était nécessaire de faire le point et puis de connaître réellement ce qu'il en est de notre demande de rencontre. Une rencontre qui permettrait de mettre le président face à la réalité du terrain. Pour le moment, aucune réponse n'a été apportée à leur requête. Il n'y a même pas eu un nombre d'allusions d'un oui. Il n'y a pas eu non plus un non. C'est-à-dire que nous sommes restés sur notre faim. On n'est pas au courant de ce qui va se passer. Tout ce que nous savons jusqu'aujourd'hui, l'arrivée du président Macron est programmée, mais personne ne sait exactement comment est-ce qu'il va faire son séjour à Mayotte. C'est un séjour qui reste encore mystérieux. Un séjour qui risque d'être plus tourné vers les dernières actualités mahoraises que vers les citoyens, ce que déplore le collectif qui craint que la population mahoraise se sente délaissée par le gouvernement et que ce sentiment d'exclusion conduise à des mouvements sociaux à l'image de ceux de 2018. Justement, ce collectif est à l'origine de la grève générale débutée au mois de février 2018. À l'approche de l'arrivée du chef de l'État, le souvenir de ce mouvement refait surface. Depuis, de nombreuses annonces ont été faites entre plans pour l'avenir de Mayotte, loi sur l'égalité réelle ou encore contrat de convergence. Nous avons souhaité revenir sur cette année et demie très agitée et ce 1,6 milliard à dépenser d'ici la fin du quinquennat. Un retour en images signé Leslie Vumenet. Le 20 février 2018, à la suite de violences à répétition aux abords du lycée de Kahani et d'un droit de retrait des transporteurs, une grève générale est lancée pour réclamer davantage de sécurité. Peu à peu, les revendications se font plus nombreuses, le mouvement se transforme et se durcit. Le 13 mars, des milliers de personnes défilent une nouvelle fois dans la rue. Dans l'hémicycle, la tension monte et les élus sont pointés du doigt. C'était pas prévu, c'est la population qui s'est exprimée, qui ont pris l'hémicycle parce qu'ils se sont peut-être aperçus qu'il y avait des élus qui travaillaient ici. Donc je pense que pour une journée de manifestation comme celle-ci, il y avait besoin que les élus soient là, devant le cortège. Il y avait besoin qu'il y ait une communication commune jusqu'ici que nous avons tant demandé, que nous avons tant déploré. Elle commence à se faire voir. Donc à un moment donné, quand la population s'exprime, il faut la répondre positivement en disant « on vous entend, on est avec vous ». Le 20 mars, soit un mois après le début du mouvement, cela fait plusieurs jours que des barrages sont érigés aux 4 coins de l'île. Du côté du four à chaud en Petite Terre, la colère est à son comble. On nous a complètement abandonnés, on est français de seconde zone, donc c'est terminé. Comme on dit à Maoré Carivenze, et donc le prochain ministre qui va venir, si c'est Edouard Philippe, c'est ce qu'on souhaite, mais si c'est elle, depuis à l'aéroport, il va falloir la laisser pour moi. Je vais la chatouiller et là elle va comprendre ce que c'est chatouiller une dame. Le 30 mars 2018, le nouveau préfet délégué du gouvernement arrive à Mayotte. Une semaine plus tard, la grève prend officiellement fin dans l'attente d'un plan promis par le gouvernement. Ce dernier est finalement annoncé par la ministre des Outre-mer le 15 mai 2018. Intitulé Plan pour l'avenir de Mayotte, il est composé de 53 mesures, 125 actions pour un montant de 1,3 milliard d'euros à dépenser d'ici la fin du quinquennat. On a comptabilisé 1,3 milliard. En ne comptant pas volontairement ce qui va dépasser ce quinquennat. Dans ce plan, vous verrez, il y a par exemple un grand plan d'aménagement routier. Eh bien, il va au-delà de ce quinquennat.
Mais on a compté dans ces 1,3 milliard que la partie du quinquennat, parce que c'est de la responsabilité de ce gouvernement et d'avoir des objectifs précis qui soient quantifiables avant la fin de ce quinquennat. C'est extrêmement important, même si certains travaux se poursuivront dans le temps. Depuis ces mots de la ministre, le livre bleu Outre-mer ou encore la loi égalité réelle sont passés par là. Un contrat de convergence a ainsi été signé le 11 juillet dernier entre l'État et les élus pour un montant de 1,6 milliard d'euros. À date, 358 projets ont déjà été programmés pour une somme avoisinant les 390 millions d'euros. Néanmoins, la population représentée par les collectifs réclame toujours des résultats immédiats, qu'il s'agisse de sécurité, de lutte contre l'immigration clandestine, de santé ou encore d'éducation. Suite au plan pour l'avenir de Mayotte, l'état-major de lutte contre l'immigration clandestine a été installé le 25 mai 2018 par le délégué du gouvernement Dominique Sorin en présence du procureur de la République Camille Miansoni. Sa direction a été confiée à Julien Cardoncuff, sous-préfet, entré en fonction le 14 mai 2018. Parmi les mesures, un groupe d'enquête et de lutte contre l'immigration clandestine a vu le jour et après plus d'un an d'existence, le GELIC se fait discret mais compte déjà un gros coup de filet. Au montage, Leslie Vionnet. La mesure numéro 7 du plan pour l'avenir de Mayotte comprenait la création d'un groupe d'enquête interservices spécialisé sur le volet financier des filières d'immigration, d'hébergement ou d'emploi des étrangers en situation irrégulière. Le GELIC a été installé le 20 juin 2018 par le préfet et le procureur de la République. Il rassemble des personnels de la sécurité publique, de la police aux frontières, de la gendarmerie, de la douane et des finances publiques. Il s'appuie également sur un réseau de correspondants dans les administrations comme l'inspection du travail ou la direction de l'immigration de la préfecture. Il vise à agir en profondeur sur les ressorts de l'immigration clandestine en s'attaquant notamment à ses leviers de financement. Le 2 octobre 2018, le GELIC réceptionnait ses locaux et pouvait enfin commencer ses missions. C'était une annonce du gouvernement. Sa création avait été faite au mois de juin, mais encore fallait-il que cette unité ait les moyens de travailler et des locaux et les effectifs pour travailler. Et c'est le cas aujourd'hui. Depuis lors, le GELIC prend une part active dans de nombreuses enquêtes. Il s'attaque à tout ce qui permet aux migrants d'entrer et de s'installer au sein du 101e département. Il y a la lutte contre l'immigration à travers la lutte contre les flux, mais il y a tout ce qui est souterrain, c'est-à-dire l'économie souterraine, le travail dissimulé, l'habitat insalubre, mais aussi la fraude documentaire, les faux documents, les reconnaissances frauduleuses. Tout ce qui concourt à asseoir l'immigration sur le territoire de Mayotte et surtout à procurer des revenus importants au-delà des flux, des allers-retours des uns et des autres, tout le soubassement économique de ce système. Le 20 juin dernier, le GELIC a réussi son premier gros coup de filet avec le démantèlement d'un réseau d'immigration clandestine en provenance de la République démocratique du Congo. Les investigations ont permis l'interpellation de 5 individus originaires de ce pays, considérés comme les principaux acteurs de ce trafic qui sévissait depuis le mois d'octobre 2017. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons le docteur Abdou Madi, président de Redeka. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va parler des 10 ans de Redeka. Mais avant cela, si vous le voulez bien, qu'est-ce que Redeka pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Redeka, c'est une association, c'est un réseau contre les cancers. Seulement, ça fait 10 ans que Redeka existe. Et notre point fort, c'est justement sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et ça marche très, très, très bien. Parce qu'on a su quand même, et on a eu la chance que la population est féminine et masculine ait compris l'enjeu de ce dépistage. Et donc ça fait 10 ans, 3 campagnes. Et à chaque campagne, on est satisfait parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent se faire dépister. Les femmes beaucoup plus jeunes et les femmes moins jeunes, surtout les femmes moins jeunes qui posent problème parce qu'elles ne fréquentent pas les médecins. Donc là aussi, ça évolue. Donc nous sommes très très contents quand même que nous puissions être là 10 ans. Ça, on est quand même satisfait et qu'on est en force de certainement aller plus loin. Justement, pendant ces 10 années, qu'est-ce qui a évolué au sein de ce réseau ? Beaucoup de choses, on l'imagine, mais quels sont selon vous les points marquants et les évolutions marquantes de ces 10 années, si on fait un petit retour en arrière ?
L'effet vraiment marquant, c'est que c'est-à-dire le dépistage, quand même, c'est-à-dire que les femmes se le sont appropriées. C'est plus un tabou. Pour les hommes, c'est pas un tabou. Pour les femmes, c'est pas un tabou. Donc, on a commencé timidement et vraiment le point le plus fort, c'est-à-dire, on sait que les femmes beaucoup plus jeunes vont se faire dépister, mais les femmes où vraiment le cancer réagit, se voit, c'est 40-50 ans. Ce sont des femmes qui ne viennent pas. C'est ça le problème aussi finalement avec ce cancer. Ça, c'est le problème, voilà, justement. Donc, actuellement, on a réussi justement à ce que ces femmes viennent, justement, parce que les inégalités, nous luttons aussi contre les inégalités. Il faut que toute femme vivant à Mayotte puisse bénéficier de ce dépistage et aussi, s'il y a un problème, qu'il soit traité comme une femme qui est à métropole. Donc le vrai problème qui se posait à nous et qui pose tous les centres de dépistage, c'est les femmes de 40, 50 ans et plus, parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont plus à faire avec les gynécologues, et c'est là où le cancer, c'est là où on retrouve ces cancers. Donc alors justement, pour nous, docteur, c'est le plus fort. Oui. Quand est-ce qu'on doit se faire dépister de manière systématique, on doit le faire ou est-ce qu'effectivement il y a des signes qui font qu'on doit peut-être plus aller effectivement faire ce dépistage? Ce qui est très très bien pour le cancer du col, c'est justement il faut le dépister avant même qu'il donne des signes, les symptômes. Il ne faut pas qu'il ait les symptômes. On sait de quoi il s'agit. C'est une maladie sexuellement transmissible. Donc il y a un virus. C'est un virus qui fait qu'il y a ce cancer du col. Et si on se dépiste régulièrement, le cancer, si on peut trouver des cellules c'est-à-dire on détecte au tout début, c'est-à-dire des cellules qui commencent peut-être à devenir cancéreuses, on les traite et là on n'en parle plus. On fait le suivi. Donc c'est une maladie qu'on doit dépister très tôt pour que la femme soit guérie. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une maladie. Il ne faut pas justement qu'il y ait, s'il y a un symptôme, c'est un échec. Et pour nous, et pour la population, et pour la famille. Parce qu'on ne devait pas arriver à ce stade de symptômes ou d'une maladie qui envahit et le corps et la tête, donc voilà, qui soit généralisée. Comment doit-on procéder justement si on veut aujourd'hui se faire dépister? Que faut-il faire à Mayotte actuellement? À Mayotte, actuellement, toutes les femmes le savent, le dépistage se fait à Redeka, il y a des rendez-vous, même sans rendez-vous, dans les dispensaires, il y a même des médecins généralistes qui le font, des sages-femmes. On a des sages-femmes en privé qui le font, des sages-femmes dans les dispensaires qui le font, des centres où Redeka se déplace pour faire le dépistage. Et je pense qu'on le fait de 25 à 65 ans. Donc les femmes doivent venir et vraiment, pour les jeunes filles, il n'y a aucun problème. Et aussi on continue à informer. Comme aujourd'hui, là, d'autres femmes qui avaient un petit peu oublié, ils vont surveiller qu'il faut faire ce frottis, il faut se dépister. Et en plus, ce qui est très très intéressant, c'est que normalement, le frottis, on le fait une première fois, première année, c'est-à-dire c'est tout normal. Deuxième année, on fait ce frottis. S'il est normal, on le fait tous les 3 ans. Vous voyez, c'est pas très contraignant. Ça prend quelques minutes. Et voilà. Et en plus, donc c'est pour vous dire que ça marche très bien, les femmes reviennent 3 ans après. 3 ans après, donc pour faire le frottis. Donc on a fait 3 campagnes, c'est-à-dire 3 ans, 3 ans, 3 ans, et les femmes reviennent pour faire le frottis de 3 ans. Donc c'est-à-dire vraiment c'est ancré dans la population. Alors qu'est-ce qui est prévu pour ces 10 ans justement du réseau aujourd'hui à Mayotte? Pour ces 10 ans, on fête, parce qu'il faut fêter quand même 10 ans. Quand on a commencé, c'était vraiment médiocre, pas médiocre, mais je veux dire que ça a commencé tout doucement. Avec un travail de sensibilisation très fort. Voilà, sensibilisation de très communication fort. Aussi. On a communiqué, heureusement on était aidés par la radio, les journaux, tout le monde nous a aidés. Dans les mairies, nous vraiment on a fait de la politique comme les vrais politiciens. Hein. Nous avons des médiatrices qui vont dans les mairies, qui vont à la sortie de l'école. Toutes les femmes sont informées. C'est-à-dire qu'on fait de porte à porte. Et ça, c'est ce qui fait notre point fort, parce que nous, on a commencé déjà au frottis dépistage organisé. Organisé, c'est-à-dire on n'envoie pas de lettres. À la limite, on va chercher la personne, venez, on va vous faire le frottis. Et c'est pourquoi nous, au niveau national, on est quand même très très bien considérés, parce que loin où nous sommes,
ça marche très bien. Alors il y a aussi un événement en ce moment, c'est Octobre Rose. Alors qu'est-ce que Octobre Rose pour ceux qui n'auraient pas suivi les médias ces derniers jours? Qu'est-ce qu'Octobre Rose? Octobre Rose, justement là on en profite parce qu'à Mayotte on informe, on enseigne les femmes pour sensibiliser du cancer du sein. L'Octobre Rose c'est sensibilisation du cancer du sein. Le point fort, c'est cette mobilisation contre le cancer. On fait des marches, médias, tout ce qu'on veut, mais pour nous, justement, on l'a toujours fait. Hein. Mais là, cette année, puisqu'on fête justement les 10 ans et la campagne, nous allons quand même à la place du marché, on va faire un grand biwi, c'est-à-dire on ne marche pas, mais on va bouger sur place. C'est-à-dire les femmes vont venir, et les femmes et les hommes, il y aura un grand biwi, qui sera animé par Pop Kira. Et donc, sur place, on va voir des stands. Le plus important, c'est, on peut même dire la main de l'espoir. On explique aux femmes comment se palper le sein pour pouvoir détecter cette maladie tôt. Parce que ce sont des maladies, si on les détecte tôt, cliniquement, ça guérit comme ça guérit. Donc, on peut guérir cette maladie. Par contre, c'est vrai, malheureusement, on n'a pas encore la radio où la maladie est détectée d'une manière infraclinique, c'est-à-dire on ne voit même pas, on ne sent même pas, et on voit la maladie, on est traité. Ça, c'est un projet, on imagine? Ça, c'est un projet quand même difficile à mettre en place, mais nous y passons régulièrement. Un dernier mot, vous avez beaucoup parlé de la détection, c'est aussi le cœur du travail de Redeka, mais il y a aussi effectivement cette partie des soins, vous venez de l'évoquer, on n'a pas forcément tout le matériel, mais est-ce qu'aujourd'hui on est quand même en capacité à Mayotte de prendre en charge ces maladies graves que sont effectivement ces cancers du sein et les cancers aussi du col de l'utérus que vous avez évoqués? Ok, vous avez très bien notre cœur de métier, c'est ça, ce dépistage. Et heureusement, on a des conventions, on a une convention, c'est-à-dire que Redeka ne s'arrête pas au dépistage. On a une convention Redeka CHM, une patiente qui a des cellules anormales. Notre sage-femme va suivre cette patiente jusqu'au CHM. Elle va voir ce qu'il faut faire, ou la colposcopie, jusqu'à la conisation. S'il y a une pathologie, donc le CHM va prendre cette patiente en charge. On commence à la traiter ici, mais toutes ces femmes sont traitées ou à la Réunion ou à Métropole, parce qu'on n'a pas encore les moyens. Radiothérapie, les chimiothérapies ou les chirurgies quand même, c'est des chirurgies quand même difficiles, où il faut des experts pour opérer. Ça, par contre, nos patients, on n'a jamais eu des patientes laissées sur compte à Mayotte. Toutes les femmes sont dépistées, toutes les femmes sont traitées. Merci beaucoup, docteur. Et bien sûr, on suivra, le président de la République arrive. On imagine que ça aussi, ça fait partie des demandes de pouvoir localement soigner aussi ces personnes et leur apporter les soins sans qu'elles aient à quitter le territoire. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment la colère des agents du service aménagement au conseil départemental, ou encore une affaire de harcèlement moral au sein de l'association Mlési Mahorais. Au montage, Leslie Vumné. Le 14 octobre vers 20h45 au niveau du collège de Magic à Volamir, un gendarme qui rentrait à son domicile à bord de son scooter est ralenti par deux individus. Deux autres arrivent alors par derrière et lui portent un coup à la tête. Les quatre individus l'agressent ensuite à coups de poing avant de lui arracher son sac et de lui voler son scooter. Présentant des contusions au torse, à un mollet et à une main, le gendarme en civil est évacué vers le CHM à Mamoudzou où le médecin lui prescrit 5 jours d'ITT. Vers 21h au niveau de l'hôtel Trévani, un accident de la circulation routière se produit entre un scooter et un véhicule de tourisme. Blessé, le conducteur du scooter est évacué vers le CHM avant l'arrivée des gendarmes. Rapidement, un lien est établi avec le scooter volé précédemment. Le conducteur, reconnu formellement par le gendarme victime du vol et de l'agression, est placé en garde à vue dans les locaux du CHM. Une enquête est en cours. Hier matin, les salariés de l'association Mlési Mahorais ex-Tama ont exercé leur droit de retrait devant les locaux de l'association du site de Combani. Le délégué syndical et faux de l'association explique qu'une des salariées aurait subi du harcèlement moral de la part de son chef de pôle. Un harcèlement qui remonterait à 14 mois, mais qui n'aurait été dénoncé par la victime qu'en juillet dernier, juste avant les vacances. Aujourd'hui en arrêt maladie, elle serait suivie par un psychologue. Hier matin, une première réunion s'est tenue avec le directeur et les tensions ont fini par s'apaiser. Selon justement le directeur de l'association, Moumadi Daalani, une enquête va être lancée en interne par un cabinet extérieur. Il a assuré que des sanctions interviendront s'il s'avérait que d'autres avaient également eu ce genre de comportement.
Et hier, des agents de la Direction générale de l'aménagement, de l'urbanisme et la planification territoriale sont entrés en grève. Cette direction est issue de la réorganisation voulue par le président Sobhadine Ibrahim Ramadani. Elle est dirigée par une femme venue de métropole. Cette dernière a souhaité réorganiser les choses, mais les 9 agents du service ne l'entendent pas de cette oreille. Ils assurent ne pas être écoutés. Leur première revendication porte sur la charge de travail. Ils seraient 9 agents affectés à la direction, mais feraient le travail de 20 personnes. Ensuite, ils remettent en question la pertinence de l'organisation que leur nouvelle directrice générale adjointe leur propose. En effet, si les choses se mettent en place, la direction se verra amputée d'une mission, celle qui contribue à accompagner les collectivités dans le cadre du fonds régional foncier qui permet aux collectivités d'aménager des zones d'activité. Ils ne veulent pas qu'on modifie leurs prérogatives. Selon un syndicaliste, je cite, « Notre DGA prétend que rien ne marche dans notre service pour mieux nous imposer ses idées, mais cela ne marchera pas comme ça ». Finalement, après une réunion de négociation, la grève a été levée. On termine avec la première journée du Salon du Livre sur la place de la République. Les visiteurs ont pu voyager d'un stand à un autre en compagnie d'auteurs mahorais, réunionnais, mauriciens, de maisons d'édition venues elles aussi des 4 coins de l'océan Indien. Un rendez-vous pour les petits et les grands, mais aussi pour ceux qui souhaitent faire leur premier pas en tant qu'écrivain. C'est le cas de Faroukou, un jeune délinquant repenti qui tente désormais de faire publier son premier ouvrage. Un reportage signé Marion Tellier. Le Salon du Livre continue de battre son plein sur la place de la République. La pluie n'aura pas eu raison des visiteurs, toujours aussi nombreux en cette deuxième journée de découverte littéraire. Les séances de dédicaces se poursuivent côté auteur. Côté lecteur, flânerie et curiosité règnent en maître. Pas d'exception pour ces petits lecteurs de la bibliothèque de Dzaoudzi. Ils peuvent aujourd'hui s'adresser directement aux écrivains et découvrir comment naît la magie du livre. J'écris des histoires, après... Là, ça dépend des livres, mais je pense que les livres que vous avez, les livres que vous lisez, il y a aussi des illustrations. Donc moi, quand j'ai fini d'écrire, quand j'ai les personnages, les histoires, il y a une illustratrice qui fait les dessins. Après, on envoie tout ça à un éditeur. L'éditeur, c'est l'atelier des nomades, qui va corriger s'il y a des fautes, parce que les auteurs aussi font des fautes, qui va voir un petit peu si ça va, si on comprend bien, si ça va plaire aux enfants. Et après, on fait le montage. C'est-à-dire qu'on décide qu'est-ce qu'on va mettre sur quelle page. Sur quelle page il y aura du texte, sur quelle page il y aura des dessins. Et après, on imprime le livre. Si les contes jeunesse les passionnent, certains enfants semblent aussi se découvrir des intérêts nouveaux, notamment pour l'histoire. Je suis venue de la bibliothèque. Je trouve que c'est parfait. Il y a des choses qui étaient d'avant que j'ai jamais vues. J'aimerais aussi savoir un peu plus ce qui s'est passé du passé aussi. Des rencontres et des découvertes qui pourraient bien inciter la jeunesse à se tourner vers l'écriture. Farouk fait partie de cette jeunesse qui a choisi la plume pour exprimer un passé lourd, une enfance gâchée et des actes de délinquance qui l'ont conduit jusque derrière les barreaux. Moi, mon histoire, je pars de la délinquance parce que avant je faisais partie dans ce groupe de délinquance, on était des voyous. Des vrais sauvages sur la route, on traînait là, je me suis dit, je vais écrire tout ça pour donner un exemple aux d'autres gens qui n'ont pas fait la délinquance pour qu'ils ne fassent pas. Son tout premier manuscrit en main, il part ce matin à la rencontre de maisons d'édition. Toutes sont réceptives à l'histoire du jeune homme et à l'émotion qui émane de ses écrits. Reste maintenant pour lui à faire preuve de patience et à persévérer dans cet art qui l'apprivoise chaque jour un peu plus. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellent week-end sur Quasi.